je pense que ça va être un moment d'échange intéressant pour tout le monde. Et on se réjouit en tout cas, de partager avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Bienvenue à tous. Je pense que le temps, ça va être un temps de libre-échange, mais peut-être Nicole, tu pourrais nous dire déjà pourquoi, ce qui t'a amené à écrire un livre. Je crois que c'est le premier ouvrage. Oui, c'est le... Après une longue expérience. Oui, bien, merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci tout le monde d'être là aussi, d'être venu partager un peu de l'expérience de Carpe Diem, puis aussi tout autant celle d'Amadiem qui fait partie de notre parcours aussi depuis maintenant 8 ans. Donc, merci d'être présent et d'organiser aussi cette présentation-là. Merci à tout le monde d'Amadiem de l'avoir fait, d'avoir permis. Puis, pour moi, ben oui, c'est important parce que c'est la première fois que j'ai toujours dit que je n'ai pas le temps d'écrire, et finalement, comment ce livre-là a vu le jour, c'est lors de conférences que je faisais, qu'on fait en France. Dans la région de Poitiers, il y a un neuropsychiatre qui s'appelle Roger Gilles. Roger Gilles est neurologue, il est professeur en neurosciences et je pense que ça doit faire au moins 10 ans, on a fait une conférence ensemble et quand il m'écoutait parler de Carpe Diem, il prenait des notes. Et puis moi, je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait bien prendre comme notes dans ce que je disais. Et franchement, je pensais qu'il prenait des notes sur autre chose. Qui notait d'autres choses, qui travaillait. Et puis finalement, un jour, pas un jour, mais cette journée-là, je lui dis, je lui pose la question, où il me dit, vous savez, j'ai pris beaucoup de notes. Puis là, je lui dis, qu'est-ce que vous avez pris comme notes? Il dit, est-ce que vous racontez sur votre expérience à Carpe Diem? Vous savez, il y a plusieurs recherches en neurosciences qui valident ce que vous faites, ce que vous avez découvert par l'expérience, par l'observation, par la réflexion, par les essais, les erreurs. Vous avez développé une façon de faire qui peut être validée par différentes recherches, différentes études. Alors là, on s'est mis à faire des conférences ensemble et puis on s'amusait tous les deux à se relancer. Alors là, par exemple, je pouvais raconter l'importance de l'attitude non verbale, par exemple. Quand je parle, si j'ai l'air comme ça, puis que je vous raconte que je suis tellement contente d'être ici, vous allez me dire, entre ce que tu dis puis ce que tu dégages comme attitude non verbale, bien, il y a une incohérence. Et nous, on avait développé quand même une façon d'être à la maison Carpe Diem qui faisait en sorte que quand on est présent, on a quand même un sourire, on ne dégage pas quelqu'un qui est hyper pressé, qui porte le monde sur ses épaules. Et puis lui, il dit, ce que vous faites, quand vous faites ça, vous parlez de l'attitude non verbale, faire le geste en même temps que vous parlez. Par exemple, si je dis à une personne, buvez, exemple, là, c'est un peu raide, mais vous voulez boire, et que la personne ne comprend pas mes mots, si je fais le geste, elle va comprendre. Donc, l'effet miroir. Et Roger Gilles, il dit, bien, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, il y a des recherches sur les neurones miroirs, par exemple, dans le cerveau de tout être humain. Il y a des neurones qui s'activent à la vue de certaines situations. Donc, si je suis devant quelqu'un qui est pressé, je vais ressentir la pression et puis je risque d'être plus maladroit, de moins bien réagir. Si j'ai quelqu'un devant moi qui a l'air de s'ennuyer, qui regarde sa montre, bien, je peux rapidement me dire « Ah, je ne suis pas intéressante » et ça fait référence à des circuits, en tout cas du cerveau, qui sont pas toujours touchés, qui ne sont pas touchés par la maladie. Il y a plein de fonctions qui ne sont pas touchées. Alors, lui, il m'a dit, ben, tu vois, ça c'est un exemple. Quand vous montez les escaliers, par exemple, ben, on est porté à se dire, je vais monter derrière la personne. Mais si la personne a de la difficulté à monter les escaliers et qu'elle ne comprend pas, je dois passer devant. Alors, je mets mes mains, par exemple, les escaliers qui sont là, je vais moi-même saisir la rampe, commencer à monter, la personne va faire comme moi. Mais si je monte derrière, ça se peut qu'au milieu des escaliers, elle se dise, mais où est la personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Qu'elle ait perdu le fil? Et puis qu'elle me cherche, puis là, je crée du danger. Alors, il me disait, bien ça, tu vois, ça fait partie de ce qu'on
qu'on note lors d'études en laboratoire. Alors, il y a une série de choses comme ça qui ont été, il m'écoutait parler, puis il disait, ben, je pourrais valider ce que vous dites par différentes études. C'est comme ça que vous êtes mis à écrire ensemble. Et là, il m'a dit, il faut écrire. C'est important d'écrire parce que les neurosciences, souvent, c'est en vase clos, ça se fait dans des laboratoires, ça se fait avec des groupes témoins, et puis c'est pas très atterri sur le terrain. Et puis, souvent, ben, nous, dans la pratique, on n'a pas accès aux recherches qui sont faites au niveau neuroscientifique. Alors, l'idée, c'est que c'est souvent deux domaines qui se croisent pas, puis qui se boudent un petit peu aussi. Hein? Parce que des fois, on dit, ah, bon, les recherches, les chercheurs, ils sont déconnectés du terrain, puis parfois, ben, les scientifiques vont dire, bon, le terrain, c'est pas validé et tout ça. Alors lui, il m'a dit, on a besoin des expérimentations terrain pour valider nos recherches. Puis moi, je lui ai dit, ben, nous, on a besoin de vos recherches pour mieux comprendre, puis pour pousser davantage notre approche. Alors, on s'est mis, là, pendant peut-être 2-3 ans, il me disait, ben, il faudrait écrire. Il m'écrivait un petit mot. Qu'est-ce que vous diriez qu'on se rencontre? Puis là, ben, je repoussais tout le temps, et puis là, ben, à un moment donné, il a décidé l'année dernière de tout reprendre, les conférences qu'on faisait ensemble et qui avaient été enregistrées. Et il a fait lui-même tout le squelette du livre. C'est lui qui l'a. C'est Roger Gilles que je remercie, qui n'est pas là, mais qui a décidé du titre de chacun des chapitres. Et on a décidé de le faire sous forme de dialogue. Alors, il m'a dit, il faudrait que vous me posiez vos questions. Là, il attendait tout le temps après mes questions. Ça fait que finalement, il a écrit toute sa partie et il me l'a envoyé il y a 1 an et demi, il y a un an et demi. Et il m'a dit, voici, c'est ma partie. Et puis là, ben, j'ai mis du temps à répondre et tout ça. Puis j'en ai parlé aussi souvent avec Blandine Prévost, que je remercie, parce que Blandine aussi, je suis allée piquer des bouts de témoignages de Blandine dans certains chapitres du livre. Alors, parce qu'on voulait pas juste être un dialogue entre nous, mais aussi prendre le pouls de la personne, voir comment elle vit certaines situations et comment on peut, ben, en fait, avoir une idée plus concrète, plus réaliste. Donc, merci Blandine pour ton aide. Il y en aura un autre livre éventuellement, mais là, disons que celui-ci, c'est pour ça qu'il s'appelle De Carpe Diem à la neuropsychologie. C'est un peu l'aller-retour entre lui et moi. Et avec l'histoire de Carpe Diem, puis notre fonctionnement, mais le squelette du livre, c'est vraiment, il faut aimer la partie neuropsy. Elle peut intéresser des étudiants, elle peut intéresser des chercheurs, elle peut intéresser toute personne qui cherche à en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement du cerveau et puis le développement de la maladie. Mais si vous voulez plus vous intéresser à l'approche de Carpe Diem, comment ça se développe dans le quotidien, ben, il y a le dialogue. Alors, il y en a qui vont tout aimer le livre, il y en a qui vont préférer ma partie. Il y en a qui vont dire ah, mais c'est super intéressant le lien avec les différentes fonctions cognitives, puis qu'est-ce qui est touché au niveau du cerveau, ça permet d'approfondir. Donc, il y en a. C'est un dialogue. Oui. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse aux personnes touchées, aux proches, aux professionnels? Vers qui vous l'avez destiné particulièrement? Je pense que Roger Gilles, d'abord, c'est un professeur. C'est un professeur à l'université, en neurologie et tout. Puis lui, je pense qu'il voulait que les étudiants puissent avoir un exemple concret de ce qu'il enseigne en neurologie. Donc, c'est sûr que les étudiants sont visés par les étudiants, les professionnels sont visés par le livre. Moi, je vise aussi ces personnes qui accompagnent. Je vise aussi les familles, les personnes qui veulent comprendre ce qui se passe. Il y a des exemples. J'essaie d'être concrète. Les familles. Pour les personnes qui sont touchées aussi, ça peut être intéressant de dire, un peu comme Blandine, quand elle a vu le film sur Carpe Diem, ben, tu t'es dit, ah, ben, tu sais, j'apprécie telle partie, j'aime le concept, mais ça peut très bien, ça aurait pu être un livre aussi. Ouais. Moi, je trouve que par rapport à
justement, aujourd'hui, il y avait un exemple en formation où on parlait de, par exemple, la notion du temps. Comment on gère le temps. Et on en parle souvent, que c'est difficile de gérer le temps. Alors, dans la formation aujourd'hui, on se disait, bon, c'est difficile à se représenter comment on ressent le temps. Par exemple, on est sur l'heure du midi, on a un rendez-vous à 5 heures. Ça représente comment de temps devant moi. C'est compliqué de mesurer le temps. Et ce que je leur disais, bon, on expliquait un petit peu la notion du temps. Et puis, par exemple, si vous travaillez dans un EHPAD, par exemple, ou dans un établissement, puis une personne qui attend sa famille, par exemple, qui attend sa fille. Et puis là, ben, vous êtes content d'apprendre que sa fille va venir la voir, par exemple. Vous allez la voir le matin, puis vous dites, votre fille va venir ce soir. Vous êtes tout content d'apprendre la bonne nouvelle. Mais la personne, là, va se dire, OK, ma fille vient ce soir. Comment on va faire pour mesurer le temps entre maintenant et ce soir? Et puis là, c'est possible, parce que je l'ai dit trop à l'avance, que la personne, elle ne veuille rien faire de la journée, puis elle dise, non, ma fille, elle vient, je ne peux pas aller en sortie, je ne peux pas aller faire une activité, parce que je veux garder dans ma mémoire vive l'information que ma fille va venir. Alors, toute la journée, la personne va rester dans cet état-là. Alors, ce qu'on a dit, bon, sachant ça, bien, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut annoncer pas 2 jours à l'avance pour certaines personnes, ou le matin, quand c'est peut-être 1 heure à l'avance, le temps que la personne puisse profiter de sa journée, puis ne soit pas inquiète d'oublier ou de rater un rendez-vous, par exemple. Bien, ça, quand tu sais ça, ou les différentes formes de mémoire, par exemple. Des fois, les gens disent pourquoi la personne, elle a oublié qu'elle est allée en voyage, par exemple. Ça, c'est la mémoire épisodique. C'est une mémoire d'un événement. J'ai vécu un événement et le lendemain, l'événement, il est disparu. Il n'est pas enregistré. Mais c'est possible qu'à l'intérieur de l'événement, il y a eu des situations que la personne se souvienne après. C'est ce qu'on appelle la mémoire des connaissances, la mémoire sémantique. C'est différent de la mémoire épisodique. Mais quand tu sais ça, tu comprends, comme l'exemple que tu dis, tu dis, oui, c'est vrai que peut-être que je n'ai pas le souvenir de ce que j'ai fait hier, mais tout d'un coup, il y a des brides de ce qui s'est passé qui me reviennent. Alors, c'est pas de la manipulation, puis c'est pas, elle se souvient de ce qu'elle veut. C'est qu'il y a différentes formes d'enregistrement qui font que, il y a des choses qui reviennent. Moi, ma mère, elle a souffert d'Alzheimer, puis à un moment donné, on était allé dans une pharmacie, dans un petit magasin pour qu'elle s'achète du rouge à lèvres. Et puis ma mère, elle était elle aimait beaucoup le rouge à lèvres, et puis là, elle essayait toutes sortes de rouge à lèvres sur sa main. Puis la dame a commencé à en avoir un peu. Elle avait d'autres mondes à servir, et puis là, c'était ma mère, elle continuait à demander, à regarder des couleurs. Et puis quand elle a fini par choisir sa couleur, elle a payé, puis la dame est partie rapidement, puis elle a dit « OK, merci, au revoir ». Et puis ma mère a dit « Ah ben », elle a été offusquée de la réaction de la dame. Et on est parti à l'autre comptoir où c'était les prescriptions, donc on est passé à autre chose. Elle achète ses médicaments, et quand on repasse devant le comptoir à rouge à lèvres, elle dit « Ah, faut que j'aille m'acheter un rouge à lèvres ». Là, je me suis dit « Oh, la dame, c'était la même dame qui était là. » Donc, elle n'avait pas retenu l'événement qu'elle était allée. Là, je lui dis « Ben là, maman, c'est parce que, on est passé tout à l'heure. Je me suis dit, si elle veut y aller, ça ne s'est pas enregistré. » Donc, je lui dis « On est allé tout à l'heure. » On est allé. Là, elle regarde la dame, puis elle dit « Ah ben, c'est elle qui avait hâte d'en finir avec nous. » Vous voyez? Donc, il y a 2 mémoires qui jouent là. Il y a la mémoire de l'événement, puis il y a la mémoire de la reconnaissance parfois. Puis c'est pour ça qu'on dit aux intervenants, misez pas sur les pertes de mémoire pour faire des choses que pour passer des petits trucs aux personnes, puis vous dire, ah bon, de toute façon, elle ne se souviendra pas. C'est pas vrai. Peut-être qu'elle ne vous nommera pas, peut-être qu'elle ne vous relatera pas l'événement, mais il y a une forme dans le contenu qui est conservé bien souvent. Et puis, il faut miser sur la relation de confiance. Bon, j'ai plein d'autres questions, mais vous en avez peut-être. Je ne sais pas si je continue ou si quelqu'un peut-être... Non, je continue.
Allez-y, puis on verra. Au début du livre, vous parlez des médicaments. Et en France, il y a eu des remboursements récemment. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus? Roger Gilles a donné son avis dans le livre. Roger Gilles, ce qu'il dit, c'est que les médicaments, ils ont été source d'espoir, de grands espoirs il y a une quinzaine d'années. Mais que les médicaments qui sont sur le marché en ce moment, c'est les médicaments anti-Alzheimer, Aricept, Excelon, Revlimid et Vixa. Ce qu'il dit, c'est que il y a eu beaucoup d'espoir et les espoirs ont pas été à la hauteur, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs qui étaient mis dans les médicaments. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces médicaments, ils ont des effets secondaires, ils ont des effets indésirables qui sont souvent pas assez connus, puis pas assez enseignés aux professionnels et aux personnes elles-mêmes. Si on parle juste du système digestif, ça peut donner des nausées, ça peut donner des diarrhées, ça peut donner un mauvais goût dans la bouche. Alors quelqu'un qui a ces effets-là, c'est pas toujours automatique qu'on va relier le symptôme aux médicaments. Mais si la personne mange moins, perd l'appétit, perd du poids, il faut y penser que ça peut être la cause. Ça peut aussi provoquer de l'irritabilité. La personne, elle est très réactive. Souvent, on attribue ça à la maladie, alors que ça peut être le médicament qui provoque ça. C'est un psychostimulant, ça réagit sur des migraines, des étourdissements, des crampes musculaires. Il y a quand même beaucoup d'effets. Puis parfois, la personne, on n'y pense pas que c'est un lien avec le médicament. Donc ça, c'est important de dire. Et Roger Gilles, ce qu'il dit, c'est que là-dessus, on n'est pas toujours 100% d'accord, mais j'adhère à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que quand même, c'est dommage de le dérembourser parce qu'il y a des personnes pour qui ça peut avoir de l'effet un certain temps. Il y a des personnes pour qui ça donne de l'espoir. Si c'est prescrit pour 2 ans, par exemple, normalement, après 2 ans, quand même, il faudrait penser à, si on ne voit pas de résultats, il peut avoir un effet d'accumulation qui n'est pas positif. Mais ce qu'il dit, c'est que lui n'est pas d'accord avec le déremboursement. Il dit qu'on devrait continuer de le rembourser. Mais je pense, moi, ce que je me suis dit, c'est avec tout l'argent qu'ils vont récupérer, qu'ils donnent donc en accompagnement. Parce que si tu es chez toi à domicile, puis que tu es tout seul avec ta pilule, peut-être que ça serait plus efficace si tu avais quelqu'un qui vient t'accompagner et qui te permet de continuer à faire des activités, à bouger. Parce que ce que le livre dit, c'est que plus on continue de faire les choses quotidiennes, plus on les conserve. Donc, si j'arrête de cuisiner complètement, c'est possible que j'ai beaucoup de difficultés à recommencer. Si j'arrête de jardiner, si j'arrête de lire, si j'arrête de parler, en fonction de la maladie qui me touche, je vais perdre mes capacités plus longtemps. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui va aller à domicile, qui va parler avec la personne, qui va l'inviter à sortir, et comme ce soir, par exemple. Ce soir, bien mieux qu'une pilule, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes orienté dans le temps. Vous avez regardé l'heure, vous avez mesuré le temps, et vous avez dit, il faut que je me, comme on dit chez nous, que je me grouille, il faut que je fasse vite. Vous avez mis votre manteau, vous vous êtes habillé, vous êtes regardé dans le miroir, vous vous êtes dirigé jusqu'ici. Là, en ce moment, ce que vous faites, là, vous vous concentrez sur ce que je dis et vos circuits de neurones fonctionnent et votre plasticité, ça s'appelle, on peut appeler ça comme ça, la plasticité cérébrale, la réserve cognitive est active. C'est bien plus efficace que de rester assis devant la télé. La pire chose à faire, c'est la télé, qui demande le moins d'énergie au cerveau. C'est reposant, là, quand on veut se reposer, ça va, mais ce que vous faites ce soir, c'est beaucoup plus efficace. Donc, nous, Carpe Diem, préconise beaucoup plus l'action, la vie quotidienne, faire les choses ensemble pour permettre justement aux fonctions de rester actives. Est-ce que il y a tout un chapitre
là-dessus, il n'y a pas de doute. Roger Il n'y a Gilles pas et de nous. prescription, et c'est pas, comment dire, c'est pas sur prescription pour les dentaires? Non. Ben, en fait, peut-être que oui, parfois, parce que les organisations ne sont pas adaptées. Et pour la sécurité par manque de moyens ou manque d'organisation, on va verrouiller les portes. Mais je ne pense pas que ce soit... souvent, les médecins vont prescrire des contentions chimiques. L'enfermement il est au niveau médicamenteux parfois parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'il y a de la pression de la part d'une organisation pour le faire. Mais il est démontré, et Roger Gilles est d'accord avec ça, que l'effet de l'enfermement, quand on veut sortir, quand on veut rester à la maison, quand on veut rester à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai besoin de sortir, si j'ai besoin d'aller prendre l'air, si j'ai besoin de pas demander la permission pour sortir, si ce droit-là fondamental est brimé, et puis que je me sens brimée, eh bien, ça a des effets sur l'estime de soi, ça a des effets sur l'anxiété, ça a des effets sur le sentiment de rejet. Pourquoi les autres sortent, puis moi je reste à l'intérieur? Et au niveau neurologique, c'est démontré aussi que ce qui est accessible aux autres, puis qui m'est refusé à moi, de quel droit on le refuse, bien, je ne comprends pas, puis je vais souffrir de ça. Je vais souffrir de l'enfermement. Pourquoi les autres sortent, puis moi je ne sors pas? Quand on quitte le soir, puis qu'on envoie la main à nos collègues, là, puis on leur dit au revoir, à demain, puis la personne, elle ne peut pas sortir, qu'elle est prise là. Ça fait, il y a de la souffrance là-dessus. Et puis Roger Gilles, là-dessus, il va nous présenter une recherche qui est intéressante, c'est que, parce que nous, on préconise beaucoup vivre ensemble, manger ensemble, faire les choses ensemble plutôt que d'être debout à regarder la personne et pas le faire soi-même. Et ce que Roger Gilles dit dans une de ses recherches, c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites. On a placé des personnes, des sujets devant un ordinateur et on les fait jouer. Tu sais, un jeu comme de tennis, tu as une balle qui arrive, puis là, avec ta souris, tu frappes la balle. Puis là, tu as 5 joueurs, puis la balle arrive, puis les joueurs, ils jouent comme ça, chacun leur tour. Et puis tranquillement, le jeu, c'est que le sujet, il reçoit de moins en moins la balle. Et c'est les autres qui jouent. Puis lui, il est tout seul, puis il ne joue pas. Les autres jouent, et puis il y a des électrodes sur son cerveau qui se mettent à s'activer, puis on voit sur le graphique que les circuits de neurones qui s'activent quand la personne elle se sent frustrée, rejetée, mise de côté, qui s'activent, et ces circuits de neurones-là sont les mêmes que des circuits de neurones qui s'activent lorsqu'il y a de la douleur physique. Donc le rejet, se faire mettre de côté, pas comprendre, l'injustice, l'enfermement, ça peut créer réellement de la souffrance. Et nous, ben, ce qu'on préconise, et puis les maisons de Kroll aussi sont en France, je pense, l'endroit où on innove le plus de ce côté-là, où si on veut sortir, on peut sortir et peut souffler, et on ne vit pas ce sentiment d'enfermement-là. Donc, est-ce que ça répond? On est d'accord. Et puis, ça me fait penser aussi, tout à l'heure, on parlait de reconnaissance. Ce qui est important de savoir, là, pour ceux qui ont un proche, quand on dit « Ah, la personne, elle ne me reconnaît pas », il faut faire attention avec le type de reconnaissance. Peut-être que, moi, ma mère, elle me voyait arriver, puis elle me disait « Tiens, c'est ma fille ». Je savais bien qu'elle savait que... c'est pas ça, excusez, je me trompe. Elle disait « C'est ma mère » ou « C'est ma soeur ». Non, elle disait « Tiens, c'est ma soeur qui arrive ». Je savais bien que c'est de moi, c'est de sa fille qui a parlé. Il y avait une erreur de catégorie, mettons, mais elle me reconnaissait. Puis il y avait une dame à Carpédienne qui savait que c'était ma mère, mais elle me disait tout le temps « Oh, votre fille, là, elle m'énerve! » Parce que ma mère, elle donnait des ordres et tout ça, puis elle me disait « Votre fille. » Vous voyez, là, il y avait une erreur de nom. Donc, c'est important de dire aux familles, attention, parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne vous reconnaît pas si elle se trompe de nom. Et puis, elle peut ne plus avoir le mot pour vous nommer, mais vous reconnaître aussi. Et il y a plein d'expériences comme ça qui montrent que
les personnes qu'on dit prosopagnosiques, savez-vous ce que ça veut dire, la prosopagnosie? C'est la difficulté à reconnaître des visages. Donc, je vois quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là, elle ne me dit rien du tout, c'est possible. C'est possible. Mais les recherches ont démontré que jusqu'au bout de la maladie, il y a une forme de reconnaissance qui reste, même si je ne reconnais pas la personne, il y a une forme de reconnaissance qui va au-delà de la reconnaissance du visage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Dans les recherches, c'est qu'ils ont mis des capteurs dans la main de sujets prosopagnosiques, donc qui ne reconnaissent pas les visages, et puis ils montrent des photos de personnes inconnues. Et puis ils disent à la personne, est-ce que vous connaissez la personne sur cette photo? Là, la personne a dit, non, je ne connais pas. Et il n'y a presque pas d'activité sur le graphique. Une autre photo d'un inconnu, non, je ne connais pas, presque pas d'activité. Là, il montre une photo d'un proche, le mari, un enfant, un parent proche. La personne a dit, non, je ne connais pas, mais il y a une moiteur qui se crée dans la main, puis ça fait un bond. Alors, ça démontre que même si parfois il y a une reconnaissance physique qui existe, qui n'est plus là, il y a aussi une reconnaissance qui peut durer longtemps, qui est la reconnaissance sur un ordre plus affectif. Ça me fait penser à une phrase de Christian Bobin, que vous connaissez. À Madiam, on fait des séances avec Christian Bobin. Christian Bobin, son père, il était dans un établissement en France, et puis il avait la maladie d'Alzheimer, et il allait le visiter régulièrement. Et un jour, il est allé le voir, et puis son père lui a dit, il l'a vouvoyé, et il lui a dit, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes celui que j'attendais. Ça fait que, moi, je trouve que Christian Bobin a des phrases comme ça qui sont tu n'as pas besoin d'écrire un chapitre sur ça. C'est important ce que ça nous dit, c'est créons des liens, continuons de parler aux personnes, de créer des liens forts. Et puis surtout, arrêtez pas d'aller voir la personne parce qu'elle ne vous a pas nommé du bon nom ou que vous croyez qu'elle ne vous reconnaît pas. Je pense qu'il y a toujours une forme de reconnaissance. Et c'est nous, pour vivre avec les personnes et puis vivre longtemps avec elles, on sait bien que, je sais bien que les gens ne savent pas toujours que je suis directrice puis ils ne savent pas mon nom, mais quand on est dans un endroit comme ici, je sais qu'ils vont venir me voir parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui connaissent. Et puis tous les intervenants que je salue, qui sont ici ce soir, des maisons de crotte, j'en vois plein, là. Pouvez-vous lever la main qu'on vous repère, là? Ben, je suis certaine que vous pouvez témoigner de ça, hein? Puis même quand la maladie a beaucoup évolué, je vous vois faire des signes que oui. Quand on le vit, là, après, il n'y a rien pour nous enlever la conviction que ce lien-là, il est fort jusqu'au bout. Et puis j'en profite pour vous remercier parce que c'est pas simple de faire ce que vous faites au quotidien, faire atterrir une approche dans un monde où on n'est pas tout à fait prêt complètement à ça. Merci pour ceux qui ont été là, qui ont construit le projet, ceux qui sont là aujourd'hui. Puis pour nous, en tout cas, c'est un signe d'espoir aussi de voir que l'équipe d'Amadiem, les bénévoles, les familles, c'est la confiance que vous faites dans ce projet, ça vaut bien des euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En avez-vous? Ah ben moi j'en ai une. Oh ben non, avez-vous des questions? On a abordé la liberté, mais la sécurité, c'est important pour tout le monde. Oui. En tant que proche, on n'a pas envie de mettre notre proche en danger. Donc, est-ce qu'on oublie la sécurité pour la liberté ou est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Et comment? Oui, merci, parce que j'ai parlé de la liberté. On est des maniaques de la sécurité, mais il ne faut pas que ça paraisse. Il faut qu'on soit... il faut que la liberté ne soit pas en opposition avec la sécurité. Qu'est-ce qu'on met en place pour que la liberté soit maintenue? Par exemple, puis c'est bien vécu aussi aux maisons de Kroll, un peu comme on fait à Carpe Diem, il y a une porte, pas toutes les portes, mais il y a une porte qui reste ouverte toute la journée. Bon, le soir, comme à la maison, c'est normal, on verrouille la porte, mais l'idée, c'est que la porte qui est près de la cuisine, où il y a
toujours quelqu'un, on espère qu'il y a toujours quelqu'un. Si la personne elle doit quitter la cuisine, ben, il y a un petit système qu'on peut mettre en place pour sécuriser. Mais normalement, l'idée, c'est que la personne elle peut sortir et quand elle sort, le but, c'est qu'on connaisse tellement bien la personne qu'on sait si telle personne sort, il faut l'accompagner parce qu'elle peut partir et puis marcher pendant des kilomètres, donc il faut l'accompagner. D'autres personnes vont aller s'asseoir à l'extérieur juste parce qu'ils attendent, il y a de la visite qui s'en vient ou ils veulent aller dans le stationnement, vérifier si les portes de voiture sont bien verrouillées ou parfois s'asseoir dans la voiture aussi. Ça peut arriver, mais on se dit toujours, quelle est la conséquence? Est-ce que c'est grave si ça se produit? Est-ce que c'est grave? S'asseoir dans une voiture, aller à l'extérieur? Oui, tout à l'heure, j'étais aux maisons, justement, puis une dame est sortie, bon, elle avait un vêtement assez chaud qui fait que, bon, elle est sortie, puis parfois, les gens se rendent compte d'eux-mêmes que, ben, c'est pas chaud, on va rentrer. Et puis souvent, les gens me disent, qu'est-ce que vous faites pour que les gens ne fuguent pas? La fugue, hein, c'est un terme qu'on n'aime pas parce que, en fait, l'idée, c'est il faut créer des liens avant que la personne déménage. Si elle déménage du jour au lendemain, dans une maison qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas l'information pour comprendre pourquoi elle est là. Si je lui ai expliqué la veille une fois ou deux fois, puis je lui ai demandé d'essayer de s'imaginer dans une autre maison, ça ne marchera pas. Mais si elle peut venir à la maison, si elle peut rencontrer le personnel, si elle peut déjà avoir des visages qu'elle connaît, puis en qui elle a confiance, déjà ça va être moins difficile. Si une personne se réveille la nuit et se dit « mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis en ce moment? » Ça vous est-tu arrivé ça des fois? Vous êtes à l'hôtel, vous changez, vous êtes en voyage, vous vous réveillez la nuit, puis là vous dites « où est-ce que je suis là? » Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Vous faites quoi? On cherche pourquoi on est là d'abord. On cherche pourquoi on est là. Donc, on va dans une forme de mémoire qui est une mémoire à court terme, une mémoire des faits récents. Puis là, je cherche et je récupère l'information. Ah, oui, je suis en voyage. Ah oui, je suis en visite chez mon ami. Ah oui, je récupère. Donc, c'est la mémoire récente. Mais qu'est-ce que je fais après? Je prends la mémoire de ce qui s'en vient. Donc, la mémoire du futur. Je suis chez ma fille, ah oui, on s'en va voir un spectacle, on fait telle ou telle chose, je récupère l'information. Mais si vous n'avez pas cette information-là, si vous vous réveillez la nuit, vous dites où est-ce que je suis, puis vous ne l'avez pas, là, la réponse, vous allez faire quoi? Vous allez vous lever, puis vous allez sortir de la chambre, puis vous allez chercher une réponse à votre question parce que vous ne la récupérez pas. Vous allez avoir besoin de quelqu'un qui va vous rassurer, puis qui va vous dire pourquoi vous êtes là, puis qui va vous aider à comprendre. Donc ça, quand on dit sécurité, je fais un grand détour, mais tous ces petits gestes-là font que la personne, finalement, elle préfère rester dans un lieu qui lui est sécurisant plutôt que de le quitter. Donc, quand on me dit qu'est-ce que vous faites pour éviter les fugues, ben moi, je dis première chose, on essaye de faire en sorte que la personne ait envie de rester. Si tu n'as pas envie de rester dans un endroit, si par exemple tu as faim, mais que ça ne sent pas la nourriture, tu as faim, là, tu veux manger, tu te dis, ben, si je reste ici, je vais mourir de faim, je vais m'en aller. Mais si ça sent la nourriture, tu vas dire, ah, ben peut-être je vais rester parce qu'on va manger bientôt. Elle ne nous dit pas à chaque fois, voici ce que ça fait dans mon cerveau, mais on sait qu'elle va rester. Si les gens sont souriants, si je vois quelqu'un que j'aime bien, je vais avoir envie de rester avec elle plutôt que partir dans le noir le soir. Mais s'il n'y a personne pour répondre à mes questions, je vais avoir envie de partir. Je vais avoir envie de retrouver ma famille. Donc, tout mettre en œuvre, il faut qu'on ait envie de rester. Puis, pouvoir sortir aussi, tant qu'on veut, sans limite. Et plus je sors, moins j'ai envie de m'enfuir. Des personnes qui voient qui sont dans des unités, puis qui voient des gens sortir, puis qui ne peuvent pas sortir, bien, la fois où la porte n'est pas verrouillée, ou la fois où la porte est s'ouvre, la personne elle va sortir parce qu'elle va dire « voici ma chance ». Mais si la porte est toujours ouverte ou déverrouillée, ben, elle ne se sentira pas dans l'urgence de s'en aller. C'est une autre logique, qui n'est pas une logique de contrôle, mais une logique de confiance. Et puis, ben, aussi, quand ça arrive qu'une personne quitte et qu'on ne l'a pas vu partir, ça arrive aussi. Parfois, ce n'est pas infaillible, on n'est pas à sécurité maximale,
Il faut bien connaître l'adresse de la personne parce qu'elle peut retourner chez elle. Puis parfois, ce n'est pas la maison qu'elle vient de quitter, c'est l'ancienne maison où elle a habité il y a 15 ans, 20 ans. Il faut connaître ces informations-là. Il faut avoir une photo de la personne. Il faut connaître ses habitudes. Et puis, il faut avoir un plan aussi. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça arrive trop souvent, mais quand ça arrive, il faut être prêt. Et c'est comme ça que en fait, la sécurité, il y a le système à la porte, mais il y a aussi, c'est plus qu'un système, c'est donner envie de rester. Et puis il y a le travail avec le réseau local en fait, aussi pour qui supporte. Tu peux dire? Qu'est-ce qu'on fait aux maisons? Aux maisons, on est parfois appelé par un restaurant ou par en disant on a quelqu'un sur notre terrasse. Peut-être qu'il vient de chez vous. Voilà, et ça c'est beaucoup plus simple pour tout le monde que ce soit le restaurant qui appelle directement, plutôt qu'il passe par la police, par les gendarmes. C'est plus confortable pour tous. C'est un travail qui a été fait en amont et qui a du sens et qui porte ses fruits. Donc ça, ça a été soutien. Oui, mais enfin, moi j'aime bien quand Nicole raconte tout ça, mais c'est quand même, c'est très idéal. Enfin, moi je suis bénévole aux maisons depuis 3 ans bientôt. J'ai vu quand même déjà l'évolution des frontières aux maisons. Parce qu'au début, tout était ouvert, et puis depuis, c'est super joli d'ailleurs. Il y a une jolie petite haie avec, je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme arbre. Mais en fait, il n'y a qu'un endroit par lequel on peut passer, c'est les poubelles. Hein. C'est le seul endroit, c'est la seule chicane où on peut passer, parce que le reste, c'est tout des portes qui sont sécurisées. Non, c'est pas les poubelles, mais enfin, c'est derrière les... Non, c'est pas les... c'est derrière les... Enfin, il y a une chicane. C'est compliqué de sortir. Mais c'est compliqué de sortir, alors qu'avant, ça l'était beaucoup moins. Et bon, comme quoi, on s'est quand même... Enfin, quand je dis on voilà, c'est l'ensemble de la communauté des maisons qui a été quand même confronté au fait que c'était quand même pas si facile que ça de se colter à la vraie liberté, qu'il y a quand même la grosse route qui passe à côté, qu'effectivement il y avait des gens qu'on retrouvait en train de manger les gâteaux au magasin d'à côté, etc., etc., et que le personnel, les accompagnants, je ne sais pas comment il faut dire, les accompagnants, ils n'ont pas que ça à faire que de courir après les gens. Les intervenants. Ils n'ont pas que ça que de courir après les gens. Donc moi j'entends bien, c'est magnifique. Bon, alors, je sais bien que vous parlez pour un cadre général, mais après il faut se coltiner à la réalité. Et puis bon, moi j'ai entendu dire quand même que... Catherine, la réalité c'est que le devant il n'avait pas été fait en fait. D'accord. Le devant, on a pensé tout le jardin à l'arrière et le devant on ne l'a juste pas travaillé. Ouais. Et voilà en fait, donc effectivement il a été installé après. Ouais, et effectivement il y a des loupés et c'est pas moi qui jetterai la pierre aux intervenants qui font un boulot fabuleux, mais enfin ils ont été comment on appelle ça, analysés. Ils ont changé aussi les bénévoles comme les familles qui viennent régulièrement, elles passent par le portillon pour éviter les appels d'air au niveau de la porte d'entrée. Enfin, effectivement, tout n'est pas parfait, mais punaise, c'est exactement ça qu'on voulait. On sait qu'on ne va pas, on n'a pas la prétention de y arriver du jour au lendemain, mais la liberté, oui, madame, encore la chicane, ceux qui ont envie de sortir, ils la prennent et il n'y a aucun... Il n'y a pas de fermeture ni jour ni la nuit à cette chicane. Je pense que l'idée vraiment de cette chicane, c'est effectivement qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se retrouve sur la rue de manière involontaire. C'est-à-dire quelqu'un qui marche droit devant lui, il va avoir du mal à trouver cette chicane et il va faire son demi-tour tranquillement, sereinement. Quelqu'un qui a envie de partir, d'aller faire un tour, il peut faire un tour librement dans les maisons. Donc il y a cette notion de volonté ou de simplement se retrouver sur la rue parce qu'on a marché droit devant. Et ça, effectivement, ça met tout le monde en difficulté et ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent sortir, ils sortent, ils ne savent pas où sortir. On prend ce passage tout le temps avec les personnes, ils savent sortir. Sauf il y a certaines personnes qui marchent toute la journée. Voilà, quand elles marchent toute la journée et puis qu'elles passent la porte d'entrée sans qu'on les voit, ça peut arriver. Ben, se retrouver sur la rue, ça n'avait pas de sens en fait. Donc c'est pour ça qu'on a aménagé comme ça. C'est respectueux de la liberté et de la volonté d'aller dehors, mais ça protège ceux qui ont juste la volonté de marcher.
C'est Donc, sûr je pense qu'au pas qu'on début, soit en désaccord avec l'idée d'origine. Non, mais moi, quand Nicole, il y a 3 ans, présentait elle disait qu'effectivement, je parle de l'expérience canadienne, hein, mais vous disiez qu'il y avait des gens qu'on avait retrouvés se promener dans la rue, etc. Et ça avait l'air d'être super bien vécu. Moi, dans l'idée, ça ne me dérange pas que les gens aillent se promener dans la rue. Après, c'est comment les familles vivent, le fait que leur... voilà, que... Mais ils se promènent, quand je dis ils se promènent, on est conscient qu'ils sont sortis. Là. En général, ils sortent. Si quelqu'un est capable de regarder à droite, à gauche, je ne serai pas tout de suite à côté de la personne. Elle peut, si elle a envie de marcher seule. Et ça, c'est important ce que vous dites. Merci de le mentionner. Mais c'est jamais fait, nous, tout seuls, ce risque-là. C'est pris avec les familles. Il faut que les familles adhèrent à ça. Si une famille... Moi, il y a des familles qui m'ont dit, c'est pas spécialisé ici à Carpe Diem parce qu'il n'y a pas de digicode. Ben, je dis, dans la mentalité générale, être spécialisé, c'est avoir un digicode puis contrôler. Nous, ce qu'on veut, c'est pas contrôler. Alors, évidemment, pas contrôler dans le sens que ce soit toujours nous qui décidions quand la personne peut sortir ou pas. Donc, il y a la famille, évidemment, qui doit être sensibilisée puis partie prenante de ça. Je dirais aussi... ça dépend de où on est. Quand les gens sont arrivés à Kroll, par exemple, dans l'approche idéale, il aurait fallu qu'il y ait plus de temps d'adaptation aux maisons. Ils sont arrivés rapidement aux maisons, les personnes, presque du jour au lendemain, ce qui a exigé des intervenants là, une adaptation incroyable parce que c'était normal que les personnes aient envie de sortir tout le temps. Ils arrivaient tous dans un nouveau milieu, ils arrivaient avec du nouveau personnel, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Aujourd'hui, déjà, puis ça, je l'ai vécu aussi à Carpe Diem, au début, on était beaucoup dehors, puis à un moment donné, bien, ils ont intégré que la maison, c'est leur lieu de sécurité, et puis ils sortent déjà beaucoup moins. Et à Kroll, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent aller dehors. Dans quelqu'un qui veut juste aller dehors, j'ai jamais dit qu'il faut qu'elle aille dans la rue, qu'elle ait accès d'aller à la rue. C'est pas le droit à la rue que je préconise, c'est le droit à sortir librement. Puis il y a un jardin qui est extraordinaire. Il y a plein d'EHPAD où ils ont des jardins. Les personnes ne peuvent pas sortir tout seules. Ça prend quelqu'un qui sort avec la personne à chaque fois. Aller aux maisons, les gens qui sortent dehors dans le jardin, qui passent d'une maison à l'autre déjà, par eux-mêmes, s'il y a du bruit dans une maison, ils peuvent aller trouver un réconfort dans l'autre maison. Il y a plein d'options comme ça qui sont quand même accessibles. L'autre, dernière chose là-dessus aussi, c'est que oui, ça s'ajuste. À Paris, où je suis allée récemment, ben, dans le 15e arrondissement à Paris, tu rouvres la porte du portail, tu arrives direct sur la rue de Vaugirard, des plus gros boulevards à Paris. J'irai pas dire aux gens, ben laissez-la aller, puis si tu perds 5 minutes, c'est perdu bien plus compliqué qu'ici, puis bien plus compliqué que dans la Creuse où tu peux marcher 1 kilomètre, puis tu vois encore la personne marcher. Ça fait que là, c'est sûr qu'il faut qu'on s'ajuste comme équipe. Alors, un monsieur où je suis allée justement à Paris, le monsieur, il voulait juste aller acheter son journal de l'autre côté de la rue. Puis là, ben, tout le monde disait, oh mon Dieu, il faut qu'il reste à l'intérieur. Puis le monsieur, il dit, c'est une prison ici, je vais aller juste acheter mon journal. Bien, donc, il avait trop peur. Et puis, ils ont refusé la sortie. Le monsieur, il a dit, ben moi, j'aime mieux mourir que de rester enfermé ici. Je suis dans une prison, j'aime mieux mourir. Mais savez-vous quoi? Après, nous, on est arrivés, on avait donné la formation, on a dit au moins il pourrait sortir avec un intervenant. Le médecin a dit, oh non, il ne peut pas sortir même avec un intervenant parce qu'il y a des idées suicidaires. Puis il pourrait se jeter devant une voiture. Quand vous parliez de prescription, là, ben, il faut aussi... Le médecin était nerveux de ça, donc il a fallu travailler avec le médecin, pas juste avec la famille, puis dire, ben laissons-le voir s'il peut aller acheter son journal lui-même. Il avait juste besoin de ça. Bien, évidemment que quand il y va, il y a quelqu'un qui est avec lui, qui s'assure avec le trafic, la circulation qu'il y a. Il n'y a pas la liberté dont je parlais il y a 3 ans. Bien, on s'adapte. À Paris, c'est pas Kroll, puis on n'est pas non plus... on se dit pas, bon, s'il se fait frapper, au moins il aura été libre. Là. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'arrêter de la circulation, parce que le monsieur marchait comme ça en ligne droite, puis il ne voulait pas arrêter. J'aime mieux arrêter la circulation que d'essayer de me chamailler avec le monsieur. Mais c'est vrai que c'est pas facile, ça n'a pas été simple.
Et puis, chapeau aux intervenants qui ont vécu les premiers mois. Et puis moi, ce qui importe pour moi, c'est qu'une personne, si elle a besoin de sortir, elle puisse sortir. Si elle veut, si je la vois qu'elle est prise dans la chicane, comme vous appelez, puis qu'elle veut aller plus loin, ben il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte puis qui lui montre le chemin pour sortir, puis quitte à ce qu'elle parte, puis qu'elle parte une demi-heure s'il faut, puis elle va revenir, elle va être fatiguée, elle va avoir soif, elle va avoir envie de manger, puis elle va trouver dans la maison ce qu'elle recherche. Et tout à l'heure, vous parliez de sécurité, mais moi je préfère les termes vigilance et connaissance. Enfin, la sécurité, c'est très... Voilà, C'est vrai. Et qu'en fait, la connaissance de la personne entraîne une vigilance qui sera adaptée à chaque personne et différente à chacun, en fait. Enfin, c'est ce qu'on Oui, a pu voir pour oui. ça. Si c'est pas dit dans le livre, dans la prochaine édition, je vais le changer. Parce que, effectivement, puis j'aime mieux dire responsabilisation aussi. On doit se responsabiliser puis dire on est tous responsables de la vigilance, en fait. Puis si tu vois quelqu'un sortir, il faut passer le message. Effectivement. Puis plus on connaît une personne, plus ces risques-là, finalement, on peut les affronter. Puis en tant que famille, on est d'accord, si on a mis nos conjoints ou nos frères et sœurs dans ces maisons-là, où les portes sont ouvertes, on a signé. Il n'y a aucun souci. Ben, là, moi, je dis, on a signé ou moi aussi, je dis... Oui, on a signé, c'est un mot pour On dire... adhère au projet. C'est puissant, quoi. On adhère au projet, on sait ce qu'on fait. Ça, c'est important. On sait pourquoi. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Moi, c'est toujours très, très discuté avec les familles. La cuisine, quand des fois, ils ont peur que les gens se coupent, se blessent, les escaliers, s'il y a des chutes. Mais évidemment, ils voient les escaliers, ils voient comment ça fonctionne. C'est dur, ça serait dur de me dire, hey, vous m'avez caché qu'il y avait des escaliers. Par contre, même si les familles adhèrent, moi, je me dis tout le temps, on est responsable. Et puis, les familles ne nous ont jamais autorisés à être négligents. Donc, mais, évidemment. Mais parce que je veux c'est souvent les gens disent, oh, ben, les familles, ils savent que la porte est déverrouillée. Non, mais la responsabilité, il faut, on l'a, puis si on est négligent, si on s'aperçoit qu'une personne a quitté, puis on s'en aperçoit très longtemps après, ben là, on a un problème d'organisation. C'est tout c'est le dosage, mais on est d'accord, là. Il faut adhérer, mais nous, il ne faut pas non plus se mettre sur le pilote automatique parce qu'on a eu on a l'adhésion de la famille. Oui, tu as compris ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris. Je veux aussi que les gens sachent que Ça ne dédouane pas, c'est Oh, pas ça qu'il faut ne dire dédouane que la pas. famille ou les proches sont d'accord que c'est ça. on fait comme on Oui. veut, quoi. Ah bah oui, forcément. Mais moi, c'est sûr que si une famille me dit, moi, je veux être sûre qu'elle ne tombera pas dans les escaliers, puis je veux être sûre que jamais elle va sortir toute seule dehors, là, c'est sûr que là, je vais dire, je ne suis pas certaine que c'est la C'est pas la bonne maison. Et il y en a plein de places où vous allez avoir cette garantie-là, mais et ça se peut que ça convienne aussi. Puis c'est pas de dire que ça convient à tout le monde ce qu'on fait, ce qu'on préconise. Il y en a qui vraiment il y a mieux puis la personne est pas trouve son compte dans un autre type aussi d'approche. Moi, j'aimerais juste parler sur le vouvoiement. Parce que dans le livre, je sais que le vouvoiement, on en parle, puis ça fait réagir, puis les gens disent, c'est quoi cette histoire de vouvoyer? Parce que si la personne, elle me dit, j'aimerais mieux que tu me tutoies, il y a des intervenants qui disent, elle me fait la demande de la tutoyer, c'est son droit que je la tutoie. Elle me le demande. Puis là, nous, première question, c'est, est-ce que c'est un droit ou c'est une demande? Un droit fondamental d'être tutoyé? Est-ce que, d'après vous, c'est un droit ou une demande? Pardon? C'est une demande. C'est une demande, mais tout le monde a le droit de faire la demande. Donc, mais est-ce que parce que la personne fait la demande, automatiquement, souvent des intervenants nous disent « Oh, ben oui, il me l'a demandé, moi je la tutoie. » Il faut être plus subtil que ça, puis se dire quel est le besoin derrière la demande de tutoiement. Quel est le besoin? Mais parfois, le besoin, c'est qu'ils nous voient entre nous, les intervenants, se tutoyer, et après ça, on se retourne puis on dit « vous ».
Et la personne, elle va dire, ben là, vous tutoyez, ben moi aussi je vais être tutoyée. Pourquoi moi je ne peux pas être tutoyée? Parce que vous, ben là, vous êtes malade. C'est une forme de blues aussi. Hein. Donc, moi j'apprécie beaucoup les intervenants aux maisons de Kroll qui ont accepté de vivre l'expérience au début du projet où on s'est dit, nous ce qu'on avait observé à Carpe Diem, c'est qu'il y avait cette incohérence-là. On se tutoyait entre nous et les gens souvent nous demandaient d'être tutoyés. Et puis là, ben, on savait que le vouvoiement, c'est ce qu'on cherche, parce que dans le vouvoiement, il y a, ben, c'est toute une autre histoire. Le vouvoiement, c'est, pourquoi on préconise le vouvoiement? Ben, c'est que on se dit que ceux qui sont proches de la personne, les amis, la famille, les proches, quand ils vont venir vous accompagner leurs parents, même tard dans la maladie, ça va être à eux qu'est réservé le tutoiement, puis le prénom, puis de dire ben, Sophie, tu. Ça va aider la personne à se situer que cette personne-là, c'est dans mon entourage, versus ceux qui sont là dans ma vie quotidienne, puis qui m'accompagnent et qui me voient. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est que c'est possible. Tout à l'heure, je vous parlais de Christian Bobin qui vous voyait son fils. Non, excusez, son père qui vous voyait Christian. Okay. C'est possible aussi que dans les proches, à un moment donné, il y ait une difficulté de reconnaissance. Donc, si moi je tutoie quelqu'un, si la famille proche, par exemple, est tutoyée, la personne ne la reconnaît pas, par exemple une sœur ou un cousin, et va se mettre à vouvoyer le proche, bien, je me dis, quand on est intervenant, il y a aussi ce risque-là, peut-être plus tard, que la personne, elle ne sache pas qui on est, puis qu'elle nous vouvoie, alors que nous, on a glissé vers le tutoiement. Alors, l'idéal, c'est qu'on se vouvoie dès le départ, puis qu'on garde le vouvoiement, puis qu'on explique à la personne pourquoi on la vouvoie. Quelqu'un qui me dit, j'aimerais ça que tu me tutoies, je vais demander pourquoi, puis souvent, elle va me dire, ben, c'est pour être comme vous, ou c'est parce qu'elle veut avoir un traitement peut-être différent, vouloir être amie. Ben, là, je vais expliquer que ici, on vous voit parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une partie de deux personnes qu'on tutoie, d'autres parties qu'on vous voit, puis qu'il y ait deux catégories, les privilégiés versus les moins privilégiés. Ça peut être toutes sortes de petites choses comme ça que la personne se dit. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la demande? Souvent, c'est un besoin d'affiliation. Je vais être comme vous. Je vais être pareil comme vous. Vous tutoyez, vous. Mais moi, je vais être avec vous. Je ne veux pas être celui qui se fait vous voyer. Donc, ce qu'on a fait avec Roy, c'est qu'on a dit au début, bien, à Carpe Diem, on aimerait ça passer au vouvoiement entre nous. Parce que quand on est assis à table, par exemple, moi, mon collègue me tutoie, puis après ça, elle arrive à l'autre personne, puis il dit vous. Nicole, tu veux de la soupe? Monsieur, voulez-vous de la soupe? Donc, pourquoi tu, puis pourquoi vous? Alors, on a commencé tranquillement à se vouvoyer entre nous, pour pas qu'il y ait un sentiment de différence entre les personnes et nous. Mais on avance, on a eu de la difficulté à avancer, puis les intervenants à Kroll ont accepté de le vivre, puis de se vouvoyer, puis de s'appeler ben, Monsieur, Madame Gardet, Madame Ricard, Monsieur Jetty. Ça n'a pas été simple au début. On a passé presque une journée là-dessus, en formation, en discussion. Et vous l'avez fait. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ça passe, ça ne change pas nécessairement la relation qu'on a avec nos collègues. Quand on va prendre une bière, on n'est pas obligé de se vouvoyer. On peut redevenir des amis ou des collègues. Ça nous a aidés à Carpe Diem parce qu'au printemps dernier, il y a eu 3 situations. Un monsieur qui fait l'entretien à Carpe Diem avec un habitant de la maison, ben, l'intervenant il s'appelait Bertrand, le monsieur il s'appelait Roger. Alors là, l'intervenante a dit Bertrand, est-ce que tu peux aller réparer telle chose? Y allez-vous, monsieur Côté, avec lui? Monsieur Côté dit hey, moi c'est Roger, lui c'est Bertrand. Donc là, on s'est dit, monsieur Côté, il n'aime pas tellement ça, être vouvoyé, alors que Bertrand, on le nomme par son prénom pour le tutoie. Il y a une autre dame qui est arrivée à Carpe Diem, puis elle s'appelait Charlotte. Puis il y a une intervenante à Carpe Diem qui s'appelle Charlotte. Alors, à chaque fois que quelqu'un disait « Est-ce que Charlotte est partie? Est-ce que Charlotte s'en vient? » Et la dame, elle disait toujours « Eh, mais je suis ici, là, mais je suis là. » Puis, « Non, non, Charlotte n'est pas partie. » À chaque fois qu'on nommait Charlotte, elle prenait pour elle.
Et puis il y a aussi une autre, une infirmière qui est venue travailler quelque temps à Carpe Diem, puis son mari venait en accueil de jour, mais elle a dit, moi, si je suis infirmière ici, je veux pas qu'on me vous voit comme un membre de la famille, j'aimerais bien mieux qu'on m'appelle Rolande, je dis n'importe quel nom, mais Rolande et qu'on me tutoie. Mais là, on a dit, oui, mais si vous, on vous tutoie, puis votre mari, on le voit, il va dire pourquoi on fait... Donc, on a décidé de passer au vouvoiement. Ça n'a pas été facile parce que les gens disaient, moi j'ai dit à l'équipe, dites-moi les pour puis les contre. Alors, dans les contre, il y avait beaucoup, j'aime pas ça, je sens que c'est froid, ça fait une distance, mes collègues, j'ai besoin de les tutoyer. C'était beaucoup en fonction de ce que les intervenants vivaient. Puis ceux qui étaient pour le vouvoiement, c'était toutes des réponses en fonction de c'est plus respectueux, ça fait moins d'écart entre eux et nous. On est plus ensemble et puis on n'aura pas de ces discussions-là à gérer. Alors moi, quand j'ai pris la décision, j'ai dit, mais la colonne des contre, ce sont tous des exemples qui sont pour nous. Intervenants, on n'aime pas ça. Puis ceux qui sont pour, c'est en faveur des résidents ou des intervenants. Donc voici la décision qu'on prend. On prend pour les personnes, pour leur mieux-être, et on l'essaye. Puis ça fait 6 mois et plus, il n'y a personne depuis 6 mois qui a demandé à être tutoyé. Alors que régulièrement, on avait la demande, vous pouvez être tutoyé, on va être appelé par notre prénom. Ils n'ont plus besoin de le demander parce qu'ils nous entendent, vous voyez entre nous. Il n'y a personne, et puis bon, en fait, les familles ont trouvé ça un peu bizarre au début, mais ils se sont habitués, puis finalement, ils trouvent ça quand même chic qu'on le fasse, puis ils disent, ben, on comprend, quand on comprend pourquoi on adhère, et puis il n'y a pas le besoin d'affiliation, ben, il est réglé avec, de cette façon-là. Il y a des études dans des établissements au Québec qui ont été faites sur la maltraitance, et puis ça fait 15 ans au moins que j'ai vu ces études-là, et puis dans les milieux maltraitants, il y avait un élément qui revenait à chaque fois, il y avait un fort pourcentage de tutoiement dans les milieux maltraitants. Je ne dis pas que ceux qui tutoient sont nécessairement maltraitants, mais dans les recherches, c'était démontré que c'était une constante. Il y a un petit glissement dans le tutoiement, il y a une petite familiarité. Et puis quand la personne un jour, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours prévoir comment la maladie va évoluer, mais lorsque la maladie va avoir très évolué, peut-être que le vouvoiement, là, la personne là, dans sa dignité, là, elle va l'apprécier, que la personne qui l'accompagne dans un moment de vulnérabilité, ben, elle soit au vouvoiement. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi de faire ça. Puis quand la personne nous demande d'être tutoyée, si ça arrive, ben, si elle peut nous demander, je pense qu'elle peut aussi comprendre notre point de vue, puis on fait appel à sa compréhension. Ça fait que je sais que ça peut choquer parfois des gens de dire « Oh mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là? » Ben, la personne, elle a toujours un prénom. Pourquoi elle ne garde pas son prénom? On peut encore l'appeler par son prénom. Oui, sa famille l'appellera par son prénom. Oui, ses proches le tutoiera. Sa femme l'embrassera sa bouche, puis elle le tutoiera, mais ça ne sera pas tout le monde pareil. Ça va être une façon de faire la différence entre les proches. Vous êtes d'accord? Oui? Bon, merci. Merci, parce que ça n'a pas été simple au début, Blandine. Cette discussion-là, quand on l'a eue, c'est pas évident. Mais on est là pour expérimenter, on est là pour se pousser plus loin, puis essayer de faire des choses, même parfois qui sont difficiles, comme intervenant, mais on a des bons retours. C'est angoissant d'avoir quelqu'un qui vient vers toi et qui dit Blandine, tu, et puis que toi tu ne connais pas, parce que moi je dis Blandine, tu dis oh là, je suis censée le connaître. Est-ce que. Et quand tu me dis Blandine, Madame Prévost, vous, je me dis oh, c'est pas grave si je ne connais pas. Je vais pas m'en sortir, je vais parler de la pluie, du beau temps, et ça va passer. Mais quand on vient me voir et qu'on dit Blandine, tu, ben en fait ça donne juste l'envie de plus sortir de la maison pour pas être dans cette situation-là qui est compliquée. Et qui est compliquée parce que tu dois faire semblant de connaître la personne super bien parce qu'elle te connaît ton prénom, toi tu le connais pas, et puis en plus tu sais pas qui c'est. Donc ça doit pas être super. Enfin voilà, c'est pas forcément très confortable. Et
Ça aussi, dans le prochain, j'ajouterai ce témoignage-là. Non, mais c'est vrai, On est parti pour une tu longue vois, série. j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Une grande On est saga. parti pour une longue série. Le virus a été attrapé. Et si quand vous êtes face à une personne mariée qui ne reconnaît plus son nom de femme mariée, est-ce que Mhm. vous utilisez le nom de jeune fille? Mhm. D'accord. C'est Oui. des choses qu'on voit souvent aussi. On a vu en formation, les gens me disaient cette semaine, quand la personne ne reconnaît plus son nom de mariée, est-ce qu'on peut l'appeler par son prénom? Mais je dis, attendez, elle avait un nom de fille avant. Donc, essayez le nom de fille. Peut-être que dans sa mémoire qui reste intacte, ancienne, le nom de famille de jeune fille est présent. Mais nous, au Québec, on a moins ça parce que ça fait presque 40 ans que les femmes, quand elles se marient, gardent leur nom. Ça fait que Au Québec. Au Québec, oui. Mais en France, ça peut être les deux, je pense. Peut-être qu'on peut passer Une à question? moitié de choses. J'ai une question. Je vais avoir des difficultés pour lire ton livre. Donc, si on doit retenir une chose, c'est laquelle, d'après toi? Pour ceux qui ne liront pas, qu'est-ce qu'on doit savoir? Briller en société. Pourquoi? Pour vivre en société. Briller. Briller. Pour briller. C'est-à-dire pour épater les gens, quoi. Oh, wow! Ouais, savoir. Ce que je dirais, c'est laissez pas disparaître la personne derrière la maladie. Laissez toujours la personne devant la maladie. Et vous allez trouver plein de réponses comme ça, je dirais. Oui, il faut être compétent avec la maladie, mais il faut comprendre ce qui se passe. Mais laissez jamais la maladie effacer la personne, même si les mots sont plus là, puis même s'il y a bien des choses qui ont changé. C'est ce que j'aurais envie de dire. Donc, c'est pas les études en neurosciences qui disent ça, c'est pas, mais je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis, ne vous fiez pas aux tests classiques qui sont administrés aux personnes, qui réduisent la personne à un score, à un stade. Il n'y a personne au monde, à un quoi? À un gire. Il n'y a personne au monde qui mérite d'être réduit à un score, ou à un stade, ou à un gire. Personne. J'ai envie de dire ça. Je ne l'ai pas dit dans le livre, mais on en parle. Mais on parle des tests. On parle de la violence des tests qui mesurent juste une partie. On est d'accord. On l'a connu. On est d'accord que pour le diagnostic, c'est un passage qui est peut-être nécessaire, mais après, il y a trop de monde qui utilise des tests pour rien. Des gens qui vont à domicile, puis aux 6 mois repassent les tests. Les médicaments, entre autres, là, un des bons côtés, pourquoi il est plus remboursé, en fait, c'est que les gens sont plus soumis à ces tests-là aux 6 mois pour renouveler. C'est horrible parce que le médicament est là pour faire du bien, mais pour avoir un renouvellement, il faut que tu te soumettes à ce test-là qui te démolit quand tu le passes, puis en fait, qui ne dit rien, un score, ça vous fait quoi? Si je vous dis, regardez bien là, soustrayez 100 moins 7, ça fait quoi? 100 moins 7? 93 moins 7. Ça mouline, hein? Bon, ben, il s'agit que vous disiez à une personne, je vais mesurer votre mémoire, je vais vous poser des petites questions. C'est prouvé, Stéphane Adam l'a dit au dernier colloque, juste de dire, je vais vous poser des questions sur votre mémoire, ça fait planter de 20 à 25% les réponses qu'on a aux tests. Alors, pourquoi les personnes qui vivent avec la maladie, on les oblige à passer ces tests-là quand on sait qu'ils ne sont pas... c'est des tests durs qui ne reflètent pas toutes les capacités des personnes. Ils reflètent juste une petite partie inutile, en fait, dans le quotidien. Bon, est-ce que j'ai trop parlé? Je ne sais pas. Mais on peut continuer Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Comment vous dites? Il faut lire le livre maintenant. Ouais, ben, il faut le lire à petite dose. Hein?
c'est pas un roman, là. C'est vraiment... c'est ça. Ben, merci beaucoup de vous être déplacés. Merci de votre présence et de votre intérêt aussi, votre soutien, puis votre confiance.